Bonjour et bienvenue. La fin d'un contrat de travail, c'est une étape que pratiquement tout le monde connaît un jour ou l'autre. Qu'on soit celui qui part ou celui qui reste, c'est toujours un moment un peu particulier. Alors, pour que ça se passe au mieux, il faut comprendre les règles du jeu. Et c'est justement ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. On pourrait se poser la question, un contrat de travail, est-ce que c'est gravé dans le marbre pour l'éternité? La réponse, bien sûr, c'est non. Mais alors, comment ça s'arrête? Qui peut prendre la décision? Et surtout, selon quelles règles? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir maintenant. En fait, pour y voir clair, c'est assez simple. Imaginez une route avec 3 embranchements, 3 chemins possibles pour mettre fin au contrat. Le premier, c'est le salarié qui le prend. Le deuxième, c'est l'employeur qui l'impose. Et le troisième, c'est un chemin qu'on prend main dans la main d'un commun accord. Cette structure va nous servir de guide. Allez, on commence tout de suite par le premier cas. On attaque donc avec le scénario où c'est l'employé qui est à l'initiative. C'est une décision qui vient de lui, mais attention, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Il y a des règles à suivre. Le mot-clé ici, vraiment, c'est unilatéral. La démission, c'est un droit fondamental. En clair, ça veut dire que n'importe qui en CDI, donc en contrat à durée indéterminée, peut décider de quitter son job quand il le veut. Pas besoin de demander la permission, pas besoin de se justifier. C'est une affirmation de sa liberté, tout simplement. Mais attention, on ne peut pas juste claquer la porte et s'en aller du jour au lendemain. Il y a ce qu'on appelle le préavis. Et il est là pour une raison très concrète. Ça laisse le temps à l'entreprise de s'organiser, de chercher un remplaçant, bref, d'assurer la transition. C'est une obligation et il ne faut vraiment pas la prendre à la légère. Et là, ça devient intéressant. Parce qu'une démission, ça peut ne pas être valide. La loi protège le salarié. Et pour que sa démission soit acceptée, il faut 3 conditions. D'abord, elle doit être claire, sans aucune ambiguïté. Ensuite, elle doit être libre, c'est-à-dire sans aucune pression d'employeur. Et enfin, elle doit être réfléchie. Une démission donnée sous le coup de la colère, par exemple après une dispute, peut tout à fait être contestée. On passe maintenant au deuxième chemin. Celui-ci est souvent plus complexe et beaucoup plus encadré par la loi. C'est quand l'employeur décide de rompre le contrat. Là, on ne parle plus de démission, mais bien de licenciement. Ici, la règle d'or, le principe fondamental, c'est la justification. Un employeur ne peut pas licencier quelqu'un sur un coup de tête. La loi est très claire, il faut une cause réelle et sérieuse. Alors, réelle, ça veut dire que ça doit se baser sur des faits concrets, des choses qu'on peut vérifier. Et sérieuse, ça veut dire que ces faits doivent être assez importants pour justifier une rupture de contrat. Et cette fameuse cause, réelle et sérieuse, elle peut venir de 2 endroits complètement différents. D'un côté, on a le motif personnel, qui est directement lié à la personne du salarié, son travail, son comportement, et de l'autre côté, on a le motif économique. Là, ça n'a rien à voir avec le salarié, c'est lié à la santé de l'entreprise elle-même. C'est une distinction qui est absolument cruciale. Faisons un petit zoom sur ce motif personnel. Dans la plupart des cas, il est question d'une faute qui aurait été commise par le salarié. Mais attention, en droit du travail, il y a faute et faute. On a une véritable échelle de gravité avec une hiérarchie très précise. On commence avec la faute grave. Là, on parle d'un comportement tellement problématique qu'il rend la poursuite du travail impossible. Même pendant la période de préavis, ce n'est plus possible. Pensez par exemple à une refus d'obéir répété, un abandon de poste du jour au lendemain. En gros, le lien de confiance est totalement rompu. Et puis, tout en haut de l'échelle, on trouve la faute lourde. C'est vraiment le cas le plus sérieux. Et ce qu'il a défini, le point absolument central, c'est l'intention de nuire. Là, le salarié n'a pas juste fait une bêtise, non, il a volontairement agi pour causer du tort à son entreprise. Le vol ou le sabotage, ce sont des exemples parfaits de ça. Cette comparaison, elle est parfaite pour comprendre. Pour la faute grave, ce qui compte, c'est la gravité des faits. L'intention de nuire, elle n'est pas nécessaire. En revanche, pour la faute lourde, c'est tout l'inverse. C'est cette volonté de nuire qui est l'élément clé. C'est ce que la justice va chercher à prouver. La nuance peut sembler fine, mais croyez-moi, les conséquences, notamment sur les indemnités, sont gigantesques. Peu importe la faute, un employeur ne peut pas improviser. Il y a une procédure hyper stricte à respecter, justement pour garantir les droits du salarié. C'est un processus en 3 temps. D'abord, l'étape 1, une convocation officielle à un entretien envoyé par lettre recommandée. Puis, étape 2, l'entretien lui-même. C'est le moment où l'employeur expose les faits et surtout où le salarié peut s'expliquer et se défendre. Et enfin, étape 3, la notification de la décision, elle aussi par lettre recommandée. Chaque étape est millimétrée. Allez, on aborde maintenant le 3e et dernier chemin. Et si, au lieu d'une décision qui vient d'un seul côté, la séparation était le résultat d'un accord? C'est une solution qui a de plus en plus la cote.
Ça, c'est ce qu'on appelle la rupture conventionnelle. Le concept est assez simple. L'employeur et le salarié s'assoient autour d'une table et négocient ensemble les conditions de la fin du contrat. Personne ne peut l'imposer à l'autre. C'est une sorte de séparation à l'amiable qui est ensuite validée par un document officiel signé par les deux. Alors, qu'est-ce qui rend cette option si intéressante pour le salarié? D'abord, tout est négociable. La date de départ, le montant de l'indemnité. Ensuite, et c'est un avantage énorme, ça donne droit à une indemnité de départ. Et surtout, ça ouvre les droits aux allocations chômage, ce qui n'est absolument pas le cas quand on démissionne. Voilà, on a fait le tour des 3 grandes routes qui mènent à la fin d'un contrat. Pour être sûr que tout est bien clair, on va récapituler les points essentiels. Ce tableau résume tout parfaitement. Si c'est le salarié qui décide, on parle de démission et il y a un préavis. Si c'est l'employeur, c'est un licenciement et il faut absolument une cause réelle et sérieuse. Et si ce sont les deux ensemble, c'est la rupture conventionnelle avec un accord, des indemnités et le droit au chômage. Chaque chemin a vraiment ses propres règles et ses propres conséquences. On termine avec cette interrogation. Finalement, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la barrière, la fin d'un contrat, c'est toujours une étape délicate. Alors est-ce que le fait de bien comprendre ces mécanismes, de connaître les droits et les devoirs de chacun, n'est pas tout simplement la meilleure garantie pour que cette transition se passe le plus justement et le plus sereinement possible? C'est une bonne question à se poser.